Le désespoir est précisément ce dont on ne peut mourir, nous disait Kierkegaard. Léonard, un homme fragile vivant chez ses parents après une tentative de suicide, est partagé entre deux femmes. Sandra, qui lui offre une possibilité de stabilité et de reconstruction, et de l'autre côté Michel, dont il tombe passionnément amoureux malgré une relation vouée à l'échec. Pris entre le désir de survivre et l'appel du vertige, Léonard devra faire un choix qui ne le guérit pas, mais lui permet de continuer à vivre. Two Lovers ne commence pas comme une histoire d'amour, mais comme une chute. Avant même que le récit ne prenne forme, avant même que les visages féminins n'apparaissent, James Gray nous confronte à un corps qui vacille, à un homme qui s'avance sur un pont de Brighton Beach de nuit, dans un silence presque total. Léonard ne court pas, ne crie pas, ne se débat pas. Il grimpe lentement sur la rambarde, hésite à peine, puis se laisse tomber dans l'eau noire. Le film s'ouvre donc sur un geste d'effacement, comme si Léonard cherchait à disparaître du monde avant même d'avoir tenté d'y vivre. Ce suicide manqué n'est pas un prologue spectaculaire, il est la clé secrète du film. Dès cette première scène, Two Lovers nous dit que ce qui va se jouer n'est pas une conquête amoureuse, mais une lutte intérieure. Léonard n'est pas un homme qui cherche à aimer, c'est un homme qui cherche une raison de rester. James Gray a par ailleurs souvent évoqué à propos de ce film l'influence de Dostoïevski et plus précisément la figure du double. Non pas le double comme simple procédé narratif, mais comme expérience existentielle. Cette sensation d'être scindé en soi-même, de vivre simultanément deux élans incompatibles, de désirs contradictoires, de vérités qui se disputent un même corps. Léonard est un personnage dostoïevskien, au sens le plus intime. Un homme qui ne parvient pas à se rassembler, un homme qui se regarde vivre, comme s'il était déjà un autre. On retrouve par ailleurs dans Two Lovers les thèmes de prédilection qui traversent toute la filmographie de James Gray. La famille, comme refuge et à la fois comme piège, l'héritage comme poids silencieux, la difficulté d'exister pleinement lorsque l'on appartient à un monde déjà trop chargé en normes, en traditions, et éventuellement en dettes affectives. Chez James Gray, les personnages ne fuient jamais vraiment. Ils oscillent. Ils tentent de concilier ce qui ne peut pas l'être. Léonard s'inscrit parfaitement dans cette galerie de figures graysiennes. Il vit chez ses parents, travaille dans l'entreprise familiale, évolue dans un univers clos, protecteur, presque étouffant. L'appartement est chaud, encombré, saturé de présence. L'amour parental est réel, mais il enferme. Gray filme ses intérieurs comme des espaces mentaux, des lieux où l'on est aimé, mais où l'on peine à respirer. Léonard est entouré, mais seul. Le suicide manqué du début n'est pas une pulsion spectaculaire, c'est le symptôme d'un homme qui ne trouve plus d'espace habitable pour son désir. Après la chute, Léonard revient à la surface, littéralement. Le monde ne le laisse pas mourir, il est repêché, ramené à l'air, contraint de continuer. Mais ce retour à la vie n'a rien d'une renaissance héroïque. Il ressemble plutôt à une survie imposée. Léonard vit chez ses parents, travaille dans la blanchisserie familiale, se laisse porter par les gestes répétitifs du quotidien, comme on se laisse porter par un courant trop faible pour nous emmener quelque part. L'appartement est chaud, encombré, protecteur, mais étouffant. Les parents aiment, mais leur amour enveloppe trop. Il maintient Léonard dans une position d'enfant blessé, jamais totalement debout et jamais totalement effondré. C'est dans cet état de fissure que surgit le dédoublement. D'un côté Sandra, une présence douce, rassurante, incarnée dans des scènes où tout semble chercher la stabilité, les repas de famille, les sourires timides, les projets évoqués à demi-mot. Avec elle, Léonard pourrait se réparer. Elle ne lui demande pas d'être autre chose que ce qu'il est. Elle représente un monde habitable, un avenir possible, une continuité. Elle est le Léonard qui pourrait survivre. De l'autre, Michel.
Elle apparaît presque comme une hallucination, une silhouette à la fenêtre d'en face, une cigarette dans la nuit, une voix fragile, un corps instable. Dès leur première rencontre, quelque chose s'embrase. Michel ne promet rien de concret. Elle aime un homme marié, vit dans l'attente, dans le manque, dans l'inachevé. Mais c'est précisément cela qui attire Léonard. Elle incarne le chaos, l'intensité, la passion qui brûle au lieu de soigner. Elle est le Léonard qui veut encore sentir, quitte à se perdre. James Gray filme ces deux femmes non pas comme des pôles moraux, la bonne et la mauvaise, mais comme les deux fragments d'un même être éclaté. Sandra et Michel ne sont pas des opposés, elles sont des miroirs. Elles révèlent le dédoublement intérieur de Léonard, ce que Dostoïevski décrivait comme l'impossibilité de choisir entre la paix et l'absolu, entre la stabilité et le vertige. Léonard ne vacille pas entre deux femmes, il vacille entre deux manières d'exister. Le film est alors traversé par une question souterraine, presque métaphysique. Peut-on choisir la vie quand une part de soi continue de désirer la chute? Peut-on aimer sans chercher à disparaître dans l'autre? Léonard aime Michel comme on aime un abîme familier. Il la reconnaît parce qu'elle porte la même fêlure, la même instabilité, le même rapport incertain au monde. Il aime Sandra comme on aime un refuge, mais il ne sait pas encore s'il mérite ce refuge. Dans Two Lovers, l'amour n'est jamais un salut immédiat. Il est un révélateur. Chaque scène avec Michel accentue la tension intérieure de Léonard. La danse en boîte de nuit, les errances nocturnes, les confidences murmurées dans la rue. Chaque scène avec Sandra, au contraire, semble ralentir le temps. Les silences, les regards, la possibilité d'un futur sans drame. Et Léonard, encore une fois, oscille, incapable de rassembler ces deux lignes de force en une seule. Comme chez Dostoïevski, le drame n'est pas extérieur. Il n'y a pas de grand antagoniste, pas de catastrophe spectaculaire. Le conflit est intérieur, silencieux, presque invisible. Léonard est son propre champ de bataille. Il est à la fois celui qui veut vivre et celui qui ne croit plus vraiment à la vie. Il est son propre double. Two Lovers raconte ainsi une tragédie intime, moderne, profondément humaine. Celle d'un homme qui ne sait pas s'il doit choisir ce qui le sauve ou ce qui le consume. Un film où l'amour n'est pas une promesse de bonheur, mais une épreuve de vérité. Une œuvre qui nous demande, à travers le visage familier de Léonard, qu'est-ce que vivre lorsque l'on est déjà à moitié absent? Dans cet épisode, nous allons suivre cette ligne de fracture, scène après scène, désir après désir, contrainte après contrainte. Pour comprendre comment James Gray filme non pas un triangle amoureux, mais un dédoublement de l'âme, et comment Two Lovers s'inscrit à sa manière dans la grande tradition tragique et dostoïevskienne du cinéma. Two Lovers est l'un des rares films contemporains à oser filmer la fragilité masculine avec autant de pudeur, de constance et de loyauté. James Gray ne cherche ni à héroïser Léonard, ni à le transformer en victime exemplaire. Il le filme comme un être poreux, traversé de courants contradictoires, trop sensible pour se protéger, trop lucide pour se mentir. Ce premier chapitre va s'attarder sur cette manière première, presque brute, un homme qui tente de survivre à ce qu'il ressent, mais aussi à ce dans quoi il est né. Dès l'ouverture, la scène du pont dit tout. Léonard marche d'un pas maladroit, comme si chaque mouvement lui demandait un effort démesuré. Il ne semble pas animé par une urgence dramatique, mais par une fatigue profonde, ancienne. Il est filmé de dos, comme une silhouette tragique. Puis il grimpe sur la rambarde, hésite, un instant minuscule, presque invisible, avant de se laisser tomber. Ce geste n'a rien de purement théâtral, il n'est ni une revendication ni un appel. Léonard ne cherche pas à être vu, il cherche au contraire à disparaître. Cette nuance est fondamentale, car dans cette chute, tout est déjà là. La dépression silencieuse, la trace encore vive d'une rupture, et surtout la sensation intime de ne plus trouver de place viable dans sa propre vie.
Il ressort de l'eau comme on revient par erreur, comme si le monde l'avait rappelé sans lui demander son avis. Ce retour involontaire à la surface est essentiel. Léonard n'est pas seulement un homme qui souffre, c'est un homme à qui l'on impose de continuer, sans lui donner les moyens de comprendre comment. Ce comment se joue immédiatement dans le cadre familial. Chez ses parents, James Gray filme l'étouffement avec une précision presque architecturale. Les murs sont proches, les pièces chargées, les couleurs chaudes jusqu'à l'excès. Tout semble fait pour envelopper Léonard, le maintenir et le protéger. Ses parents sont aimants, attentifs, profondément inquiets. Leur affection n'est jamais feinte, mais elle agit comme une force de contention. La mère veille, anticipe, organise. Elle parle beaucoup, s'agite, cherche des solutions concrètes à une souffrance qui ne l'est pas. Le père, plus discret, incarne une forme de stabilité silencieuse, une présence constante, presque immuable. Ensemble, ils forment un cocon, mais un cocon qui empêche la métamorphose. Léonard est entouré mais jamais seul, aimé mais jamais libre. Il vit dans un espace où son mal-être est pris en charge, mais jamais véritablement interrogé. La famille ne lui laisse pas l'espace du vide, or c'est précisément ce vide qui lui manque pour se reconstruire. Ici, la fragilité de Léonard n'est pas seulement psychologique, elle est relationnelle. Elle est nourrie par un amour qui protège trop, qui anticipe trop, qui empêche la chute, mais empêche aussi l'élan. Dès les premières scènes, Léonard oscille sans cesse entre ces deux états. Il flotte lorsqu'il traverse l'appartement en silence, lorsqu'il accepte les repas qu'on lui sert, lorsqu'il se plie aux conversations sur l'avenir, le mariage, la normalité. Il cogne lorsqu'il rit trop fort, lorsqu'il surjoue la séduction, lorsqu'il se montre brusquement enthousiaste. Ces excès ne sont pas des signes de vitalité, ce sont des tentatives de camouflage. Léonard ne tient pas, il compense. La rupture de ses fiançailles plane sur tout le film comme une absence active. Elle n'est jamais racontée frontalement, mais elle est partout. Dans une bague encore là, dans des silences, dans des regards évités. On comprend que cette rupture est liée à la maladie génétique de Tay-Sachs. Mais James Gray ne s'arrête pas à l'événement. Ce qui compte, c'est la déflagration intérieure. Léonard n'a pas seulement perdu une femme, il a perdu l'idée qu'il pouvait être un avenir pour quelqu'un. Aux yeux de sa famille, il reste un fils. Aux yeux de lui-même, il n'est plus un homme capable de transmission. C'est d'ailleurs ici que la pensée de Kierkegaard éclaire profondément le personnage. Dans Le désespoir humain, Kierkegaard décrit le désespoir non comme une simple tristesse, mais comme une impossibilité d'être soi. Léonard incarne ce qu'il nomme le désespoir de faiblesse, celui qui ne parvient plus à coïncider avec lui-même, celui qui n'ose plus devenir. Léonard ne se hait pas, il doute de sa légitimité à exister pleinement. Cette fracture intérieure se manifeste dans les gestes en apparence anodins. Photographier un coucher de soleil depuis sa fenêtre, ce n'est pas produire une image, c'est tenter de retenir une beauté qui passe, de se prouver qu'il reste quelque chose à saisir. Danser seul dans sa chambre n'est pas un plaisir, c'est une suspension, une tentative d'oubli. Travailler au pressing avec son père n'est pas un métier, c'est une manière de se fondre dans la répétition, d'échapper à la question du sens et de se maintenir en quelque sorte prisonnier de sa propre famille. La famille donc, ici joue un rôle paradoxal. Elle empêche Léonard de sombrer, mais elle l'empêche aussi de se risquer. Elle maintient une continuité quand Léonard aurait peut-être besoin d'une rupture. Elle veut le réparer quand lui cherche encore à comprendre ce qui s'est brisé. L'amour parental devient ainsi une force ambivalente, salvatrice, mais immobilisante. James Gray filme Léonard comme un homme au bord, ni vivant pleinement, ni absent. Il ne progresse pas, il dérive. Il ne choisit pas encore, il observe. Il est sur le seuil, dans cet espace fragile, où l'on n'attend qu'un événement, une rencontre,
un déséquilibre vienne rompre l'inertie. Et malgré tout, cette fragilité n'est pas une faiblesse pure. Elle est aussi le signe d'une sensibilité rare. Léonard ressent trop, voit trop, vibre trop. Il perçoit les failles des autres autant que les siennes. Il incarne ce que John Kelevich appelait l'hypersensibilité morale, cette capacité à être atteint profondément par ce qui, chez d'autres, glisserait sans laisser de traces. C'est cette hypersensibilité qui le rend vulnérable, mais c'est aussi elle qui le rend capable d'un amour absolu. Déjà en lui se dessinent les deux forces qui structureront tout le film. Le désir de stabilité, nourri par la famille et par Sandra, et de l'autre côté le vertige de la passion, encore informe, encore lointain. Léonard n'est pas un homme perdu, il est un homme sur le seuil, un homme qui attend une impulsion, une fracture, une rencontre qui viendrait donner une direction à ses fragments épars. Cette impulsion arrive précisément au moment où il la redoute autant qu'il la désire. Elle s'appelle Michel. L'irruption de Michel dans la vie de Léonard ne ressemble pas à une rencontre amoureuse classique. Elle ne surgit pas comme une promesse, mais comme une perturbation. James Gray l'a fait apparaître presque comme une figure liminale, à la frontière du réel et du fantasme. Une silhouette aperçue à la fenêtre d'en face, une présence nocturne, fragile, déjà menacée par quelque chose qui la dépasse. Michel n'entre pas dans la vie de Léonard, elle s'y infiltre, comme une pensée obsédante, comme une tentation qu'on reconnaît immédiatement sans pouvoir la nommer. La première chose qui frappe chez Michel, c'est son instabilité. Elle fume, elle pleure, elle rit, elle disparaît, elle revient. Elle vit dans l'attente d'un homme marié, enfermée dans une relation sans avenir, suspendue dans le temps qui ne mène nulle part. Elle n'est pas simplement malheureuse, elle est coincée dans une forme de désir impossible. Et c'est précisément ce qui attire Léonard. Michel ne lui offre aucune solution, aucun apaisement, aucun futur lisible. Elle lui offre autre chose, de bien plus dangereux, une intensité. James Gray filme leurs premières scènes ensemble, comme des moments de déséquilibre. Les corps sont trop proches, les regards trop chargés, les silences trop lourds. Léonard n'est plus engourdi comme il l'était chez ses parents. Il est nerveux, maladroit, traversé par une excitation qu'il ne maîtrise pas. Avec Michel, il ne flotte plus, il vacille. Et ce vacillement, paradoxalement, lui donne le sentiment d'exister davantage. Michel représente ce que la famille et Sandra ne peuvent pas offrir, la reconnaissance immédiate de la blessure. Elle ne cherche pas à réparer Léonard, ni à le stabiliser. Elle ne lui demande pas d'aller mieux. Elle partage avec lui une forme de fêlure commune, un rapport au monde marqué par l'échec, l'inadéquation, l'attente vaine. Léonard ne se sent pas jugé avec elle, il se sent compris, au sens le plus brut, reconnu dans sa fragilité même. La scène de la boîte de nuit cristallise cette dynamique. La musique est assourdissante, les corps se frôlent, la lumière est artificielle, presque violente. Léonard danse avec une intensité qui tranche radicalement avec son inertie habituelle. Ce n'est pas une danse joyeuse, c'est une tentative de dissolution. Il se perd dans le mouvement, dans le bruit, dans la présence de Michel, comme s'il cherchait à faire taire, ne serait-ce qu'un instant, la voix intérieure qui le ronge. Michel, elle, danse comme on s'accroche à un fil, avec une urgence désespérée. Ils ne se rejoignent pas dans la joie, mais dans l'excès. Ce que Léonard aime chez Michel n'est pas tant la femme qu'elle est, que ce qu'elle réveille en lui. Elle réactive une part de lui-même qu'il avait tenté d'anesthésier, le désir comme brûlure, comme mise en danger. Avec elle, aimer signifie souffrir, attendre, espérer contre toute raison. Mais cette souffrance a quelque chose de rassurant pour Léonard. Elle lui est familière. Elle correspond à l'image qu'il a désormais de l'amour. Quelque chose qui fait mal, qui échappe, qui ne se donne jamais complètement. À l'inverse de Sandra, Michel ne s'inscrit pas dans le monde social de Léonard. Elle est extérieure à la famille, au travail, au projet. Elle appartient à un ailleurs flou, presque hors champ.
Cette extériorité la rend d'autant plus attirante. Elle incarne une échappée possible hors du cocon familial, hors des attentes, hors des normes, et même peut-être plus, contre les normes imposées par sa famille, et en particulier sa mère. Mais cette échappée n'est pas une libération, c'est une chute latente. James Gray ne romantise jamais cette relation. Il en montre la beauté fragile, mais aussi la violence sourde. Léonard s'accroche à Michel comme à une preuve qu'il peut encore ressentir quelque chose de fort, quitte à s'y perdre. Il accepte les silences, les humiliations implicites, les promesses ambiguës. Il se place volontairement dans une position d'attente, de dépendance affective, presque de sacrifice. Aimer Michel, c'est pour lui accepter de ne jamais être choisi pleinement. Cette logique est profondément tragique. Léonard ne cherche pas à être heureux, il cherche à être intensément vivant, même si cette intensité le détruit. Michel devient alors la figure du vertige, au sens presque pascalien, ce mouvement intérieur qui attire vers le vide, tout en donnant l'illusion d'une élévation. Elle ne lui promet rien, mais elle lui offre une intensité que Léonard confond avec une vérité existentielle. Ce chapitre révèle ainsi une dimension essentielle du film. Le désir n'est pas toujours orienté vers ce qui nous sauve. Il peut être attiré par ce qui confirme notre blessure, par ce qui correspond à l'image dégradée que nous avons de nous-mêmes. Léonard ne se sent pas digne d'un amour simple et stable. Il se sent à sa place dans un amour impossible, parce que cet impossible résonne avec son propre sentiment d'inadéquation. Michel n'est donc pas une parenthèse amoureuse, elle est un révélateur. Elle met à nu ce que Léonard n'a pas encore affronté, sa croyance intime que l'amour doit faire mal pour être vrai, que le désir doit être conflictuel pour avoir du sens. Elle donne une forme à son chaos intérieur, elle l'incarne, elle le rend visible. Avec elle, Léonard ne se projette pas dans l'avenir. Il s'enferme dans un présent instable, suspendu, où chaque moment est à la fois brûlant et précaire. Il sait, au fond, que cette relation n'a pas d'issue. Mais il s'y accroche, parce qu'elle lui offre ce que la stabilité lui refuse encore, le sentiment brutal d'exister. À ce stade du film, Léonard est pris entre deux forces irréconciliables. La famille et Sandra lui proposent la continuité, la réparation, la vie possible. Michel lui offre le vertige, l'intensité, et surtout la confirmation de sa fracture. Ce n'est pas encore un choix. D'ailleurs, ça ne le sera jamais. C'est une oscillation. Et cette oscillation va bientôt révéler sa véritable nature. Non pas un triangle amoureux, mais un dédoublement intérieur. Two Lovers cesse définitivement de pouvoir être lu comme l'histoire d'un homme hésitant entre deux femmes. Cette lecture, peut-être trop simple, manquerait l'essentiel. Ce qui se joue ici n'est pas un conflit amoureux extérieur, mais une division intérieure. Léonard n'est pas face à un choix sentimental, il est face à lui-même, scindé, incapable de rassembler ce qui en lui tire dans des directions opposées. C'est ici donc que la référence à Dostoïevski prend tout son sens. En effet, chez Dostoïevski, le double n'est jamais un simple sosie ou une figure fantastique. Il est la matérialisation d'un conflit interne, l'incarnation de ce que le sujet ne parvient pas à unifier. Le double révèle ce que l'on est autant que ce que l'on fuit. Léonard est un personnage profondément dostoïevskien, bien sûr. Il ne peut aimer qu'en se dédoublant. Sandra et Michel ne sont pas des personnages antagonistes. Elles ne se combattent pas. Elles n'entrent jamais véritablement en concurrence. Elles existent sur des plans presque parallèles, comme si chacune occupait une zone spécifique de la psyché de Léonard. Sandra incarne la continuité possible, la vie réparable, l'inscription dans un monde stable, socialement lisible. Michel incarne la rupture, l'excès, l'amour comme expérience limite, la fidélité à la blessure plutôt qu'à la guérison. James Gray filme cette division avec une grande rigueur formelle. Les scènes avec Sandra sont souvent diurnes, calmes, structurées, inscrites dans les lieux familiers, l'appartement, la table familiale, les espaces de travail.
Les scènes, avec Michel, au contraire, appartiennent au monde de la nuit, du mouvement, de l'imprévisible. Les rues, la boîte de nuit, les errances urbaines. Ce n'est pas un simple contraste esthétique, c'est une cartographie intérieure. Léonard ne vit pas dans les mêmes temporalités selon la femme qu'il fréquente. Avec Sandra, le temps se projette, avec Michel, il se consume. Ce qui rend Léonard incapable de choisir, ce n'est pas l'indécision, ni la lâcheté, ni même la confusion. C'est la lucidité tragique de comprendre que chaque choix implique une perte irréversible. Choisir Sandra, ce serait accepter la vie, mais au prix d'un renoncement à l'intensité, à cette part de lui-même qui se reconnaît dans la douleur, dans le manque, dans l'excès. Choisir Michel, ce serait rester fidèle à sa blessure, mais condamner toute possibilité de stabilité, de futur, de réparation. Le choix, bien évidemment, nous l'avons dit, est affectif, mais il ne faut surtout pas occulter le poids des traditions et surtout le poids de la famille sur l'impact psychologique du personnage de Léonard. Chez James Gray, choisir n'est donc jamais un gain, c'est toujours un sacrifice. Léonard le sait confusément, et c'est ce savoir qui le paralyse. Ce dédoublement apparaît de manière très claire dans la manière dont Léonard se comporte selon les situations. Avec Sandra, il fait des efforts, il est attentif, poli, volontaire. Il essaie surtout d'être à la hauteur de ce que l'on attend de lui. Avec Michel, il ne cherche plus à être à la hauteur. Il s'abandonne. Il est lui-même, ou une partie de lui-même. Il accepte l'attente, l'humiliation, l'incertitude. Il se rend disponible à une relation qui ne lui garantit rien, parce qu'elle correspond à l'image qu'il a désormais de lui-même. Un homme incomplet, instable, indigne d'un amour simple. Cette dynamique rejoint une intuition centrale de Dostoïevski. Nous ne désirons pas toujours ce qui nous rend heureux, mais ce qui confirme ce que nous croyons être. Léonard ne se sent pas légitime dans un amour paisible. Il se sent à sa place dans un amour conflictuel. Non parce qu'il aime souffrir, mais parce que la souffrance lui est devenue familière. Elle donne une cohérence à son chaos intérieur. Le film ne cherche jamais à hiérarchiser ces deux figures féminines. James Gray refuse toute morale simpliste. Sandra n'est pas la solution, pas plus que Michel n'est une erreur. Elles sont les deux vérités partielles d'un même sujet. Léonard est incapable de les intégrer. Et c'est précisément cette incapacité qui fait de Two Lovers une tragédie intime plutôt qu'un drame romantique. Il y a, chez Léonard, une impossibilité à être entier. Il est toujours trop dans l'un ou trop dans l'autre, trop raisonnable ou trop excessif, trop contenu ou trop débordant. Le double, ici, n'est pas un mécanisme narratif, c'est une condition existentielle. Léonard ne peut aimer qu'en se divisant, parce qu'il ne sait pas encore comment habiter une vie qui ne serait ni anesthésiée, ni destructrice. À mesure que le film avance, cette division devient de plus en plus douloureuse. Léonard ne peut plus maintenir indéfiniment cette oscillation. Le dédoublement conduit toujours à un point de vue de rupture, soit la folie, soit le renoncement, soit une forme de compromis tragique. James Gray, fidèle à cette tradition, conduit Léonard vers un moment où il faudra choisir, non pas ce qu'il désire le plus, mais ce qu'il est capable de porter. Ce chapitre révèle alors la nature profonde de Two Lovers. Un film sur l'impossibilité de réconcilier toutes les parts de soi. Un film qui montre que l'amour, loin d'unifier, peut parfois révéler nos fractures les plus intimes. Léonard n'est pas déchiré entre deux femmes. Il est déchiré entre deux manières d'être au monde. Et cette déchirure appelle désormais une décision. Non pas une décision heureuse, mais une décision possible. Une décision qui n'est pas la sienne en vérité. C'est vers ce point de non-retour que nous conduit le dernier mouvement du film. Le dernier mouvement de Two Lovers ne vient pas résoudre ce qui a été mis en tension tout au long du film. Il vient l'assumer. James Gray ne cherche pas à offrir à Léonard une réconciliation intérieure, ni au spectateur une consolation narrative. Ce qu'il met en scène ici, c'est un choix tragique, au sens le plus sobre du terme.
un choix qui permet de continuer, mais qui ne répare pas. Lorsque Michel annonce à Léonard qu'elle va finalement rester avec l'homme marié qu'elle aime, la scène ne joue pas la carte du mélodrame. Il n'y a pas de cris, pas de grandes déclarations, pas d'effondrement spectaculaire. Il y a un silence, une sidération, une forme de stupeur froide. Léonard comprend, sans surprise véritable, que ce qu'il espérait n'existera jamais. Michel ne le trahit pas, elle confirme ce qu'elle a toujours été. C'est précisément cette cohérence qui rend la scène si douloureuse. Léonard ne perd pas un amour possible, il perd une illusion à laquelle il s'était accroché pour survivre. Ce moment, qui devait arriver, marque une rupture décisive. Léonard ne peut plus se réfugier dans l'oscillation. Le dédoublement n'est plus tenable. Il lui faut désormais choisir, non pas entre deux femmes, mais entre deux manières d'habiter sa vie. Et ce choix ne se fait ni dans l'élan ni dans la certitude. Il se fait comme il a commencé, dans la dépression, dans l'épuisement. C'est là que James Gray affirme pleinement sa vision tragique de l'existence. Choisir Sandra ne signifie pas que Léonard est guéri, ni qu'il a compris, ni qu'il est devenu un autre homme. Cela signifie simplement qu'il accepte de vivre dans un monde sans absolu. Un monde où l'amour n'est pas toujours brûlant, où le désir n'est pas toujours exalté, mais où quelque chose peut durer. Sandra n'est pas une récompense morale, elle est une possibilité viable. La norme, familiale qui plus est, perdure en dépit du personnage principal. La scène de la fête de fiançailles est emblématique de cette ambiguïté. Tout y est. La famille réunie, la musique, la joie affichée, les sourires. Léonard est là, présent, engagé dans ce qui ressemble à un nouveau départ. Et pourtant le réalisateur filme son visage avec une retenue troublante. Il n'y a pas d'euphorie, il y a une gravité nouvelle. Comme si Léonard venait de comprendre que vivre implique de renoncer à une part essentielle de soi. Ce que Two Lovers montre avec une rare honnêteté, c'est que certains choix ne guérissent pas, mais stabilisent. Ils ne rendent pas heureux, mais vivants. Léonard ne devient pas entier, il devient habitable. Et cette nuance est capitale. James Gray refuse le mythe d'une réconciliation totale. Il filme une existence qui continue malgré la perte, avec la perte, autour de la perte, et rendue possible d'une certaine manière, bon gré mal gré, dans le cercle familial. Ce dernier chapitre fait de Two Lovers un film profondément adulte. Il ne promet pas que l'amour sauve, il ne promet pas que le désir éclaire. Il affirme autre chose, de plus discret, de plus rude aussi, que vivre consiste parfois à choisir ce qui fait moins mal, non pas par lâcheté mais par lucidité, que la maturité n'est pas une victoire sur soi, mais une capacité à supporter ce que l'on ne sera jamais. Léonard termine le film comme il l'a commencé, fragile. Mais cette fragilité a changé de nature. Elle n'est plus une errance, elle est une condition assumée. Il sait désormais qu'il portera toujours en lui cette part nocturne, ce vertige, cette intensité perdue. Il ne la nie pas, il ne la suit plus, il compose avec. C'est en cela que Two Lovers dépasse largement le cadre du drame amoureux. Le film ne parle pas seulement d'aimer, mais de consentir à une forme d'incomplétude. Il nous rappelle que certaines blessures ne se referment pas, mais qu'on peut apprendre à vivre sans les rouvrir sans cesse. Et que parfois, choisir de rester, c'est déjà un acte de courage. James Gray signe ici l'un de ses films les plus justes, les plus dépouillés, les plus cruels aussi. Parce qu'il ose dire ceci, il n'y a pas toujours de bons choix. Il n'y a que des choix possibles. Et vivre parfois, c'est accepter cette vérité sans se détourner. Le film se termine sans apaisement véritable, et c'est précisément ce qui en fait un film si profondément honnête. James Gray ne cherche pas à refermer la blessure qu'il a ouverte, nous l'avons dit. Il la laisse bien sûr visible, à peine cicatrisée, comme une trace durable de ce que vivre signifie réellement. Léonard ne triomphe pas de lui-même, il ne devient ni plus fort, ni plus sage, ni plus cohérent. Il devient simplement capable de continuer.
Ce que Two Lovers nous a patiemment montré, chapitre après chapitre, ce n'est pas un parcours de guérison, mais une traversée. Traversée de la fragilité, de l'héritage familial et de son poids qui est d'ailleurs de l'ordre du fatalisme, du désir comme vertige, puis du choix comme perte. Léonard n'a jamais cessé d'être divisé. La fin du film ne résout pas ce dédoublement, elle l'encadre. Elle lui donne une forme vivable, socialement tenable. En cela, Two Lovers s'inscrit pleinement dans les grands thèmes du cinéma de James Gray. Comme souvent chez lui, l'existence n'est pas un espace de réconciliation, mais de compromis tragique. La famille reste un refuge imparfait. L'amour reste une promesse ambivalente. Le désir reste dangereux. Et pourtant quelque chose tient. Non pas parce que le monde devient juste, mais parce que les personnages acceptent enfin de ne plus tout exiger de lui. Ce renoncement n'est pas une victoire morale, c'est une lucidité douloureuse. Le film nous dit donc qu'il y a un choix possible, mais que ce choix est profondément encadré par la fatalité. Cette fatalité, elle est bien sûr à retrouver dans une sphère familiale qui paradoxalement protège, mais détruit également. Et c'est peut-être là la proposition philosophique la plus juste du film. Il n'y a pas de réelle voie qui sauve, ni encore moins de décision qui réconcilie toutes les parts de soi. Il y a des chemins que l'on emprunte, parce qu'ils permettent de rester debout, même bancal, même incomplet. James Gray ne répond pas à la question, il la laisse résonner. Et c'est cette résonance longue, silencieuse, presque inconfortable, qui fait de Two Lovers une œuvre durable. Un film qui ne console pas mais qui accompagne. Une sorte de tragédie grecque sur la fatalité d'un individu. Un film qui ne promet pas le bonheur, mais qui regarde la fragilité humaine sans la juger. Et d'ailleurs, la tragédie en est-elle véritablement une ? Tout dépend de quel côté le spectateur pourra se situer. Même si toute la mise en scène converge vers le regard, le point de vue de Léonard, et nous renvoie à ce dernier plan, cette ultime image, celle d'un personnage bouleversant, qui fait un choix qui n'en est pas un, en tout cas certainement pas le sien. Le regard le plus dévastateur et tragique de l'histoire du cinéma, qui fait écho directement, en fin de compte, au plan du début du film. Une noyade, une tentative d'en finir avec le malheur qui traverse et percute ce personnage.